Et voilà, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette 33e, 34e vidéo. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'une plante grimpante et envahissante qui est très similaire à la vigne, mais sans les raisins. Il s'agit du kudzu. Alors, cette plante qui est originaire d'Asie, pardon. C'est particulièrement sa racine qui est intéressante et qui intéresse les chercheurs et les scientifiques. Et pour cause, elle contient des substances actives qui agiraient sur les neurotransmetteurs et qui permettraient la désaccoutumance à différentes addictions. Alors, au-delà de ça, le kudzu, c'est pas seulement une plante anti-addiction, mais elle possède aussi d'autres vertus, comme celle de soulager les troubles digestifs, de diminuer les inflammations, de soulager les maux de tête et les migraines, de diminuer le risque de maladies cardiovasculaires et également, elle régulerait la glycémie. Alors, bonsoir Amine. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de la composition du kudzu? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. Donc le kudzu, comme tu l'as bien signalé, est une plante qui appartient à la médecine traditionnelle chinoise, donc qui est très utilisée en Chine pour différentes raisons, différentes indications, certaines indications que tu avais déjà citées. Mhm. Euh, et donc, c'est une plante qui est particulièrement intéressante dans différentes indications parce que il y a certains composés actifs dedans, comme la plupart des plantes. Mais comme on va le voir, c'est des composés qui se rééquilibrent mutuellement. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est plutôt la composition de la racine de kudzu puisque on a aussi les fleurs et d'autres parties de la plante. Mais ce qui nous intéresse ici particulièrement, c'est la racine. Et d'ailleurs, c'est ce qui est utilisé le plus souvent en médecine traditionnelle chinoise. Donc, globalement, on a à peu près un peu plus de 80% de saccharides et de polysaccharides dans la racine de kudzu, comme aussi la plupart des racines. Mais ça n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est les composés aromatiques que ça contient. Donc, ça contient des composés volatiles. C'est pour ça que quand on prend la racine ou quand on sent la racine, on a une certaine odeur de fruits. Et donc, c'est dû à ces composés volatiles ou à ces composés aromatiques. Et les principes actifs qui sont les plus étudiés et qui apparemment, selon les études qui existent actuellement, sont les plus actifs dans les différentes indications pour lesquelles le kudzu est connu, sont des isoflavones. Et Mhm. les isoflavones sont une sous-catégorie d'une grande catégorie des polyphénols qu'on appelle les flavonoïdes. Donc, les isoflavones, ils ont une particularité, c'est qu'ils vont interférer d'une façon ou d'une autre avec le métabolisme des œstrogènes. Donc, c'est bien connu. Par exemple, on trouve des isoflavones dans le soja, dans la sauge, etc., dans différentes plantes, et particulièrement dans la racine de kudzu, et pas que dans la racine de kudzu, mais dans toutes les autres parties du kudzu. Mais ici, dans la racine de kudzu, on a par exemple la génistéine, qui est un isoflavone bien connu, la daidzeine, qui est aussi un autre isoflavone. Mhm. Mais l'isoflavone le plus intéressant et qui donne des effets très intéressants et notamment, par exemple, des effets antidépendance, c'est qui agit sur les neurotransmetteurs, comme tu l'as fait remarquer, c'est la puérarine. Et la puérarine est un isoflavone bien particulier. Il est un peu différent de la génistéine et de la daidzeine, qui sont en fait des œstrogénomimétiques dans le sens où elles vont, donc ces isoflavones vont à la fois mimer le fonctionnement de l'œstrogène et en même temps, donc indépendamment de la production d'œstrogène, et en même temps stimuler la production d'œstrogène en induisant l'aromatase. Par contre, la puérarine, elle a des effets différents. Bien qu'elle soit un œstrogénomimétique, parce que c'est tout simplement un isoflavone, Mhm. par contre, c'est un inhibiteur de l'aromatase. C'est un inhibiteur de l'aromatase et également un inhibiteur d'autres
médiateurs métaboliques qu'on va voir aussi, je pense, après dans le Mhm. métabolisme de la kudzu. Donc, globalement, on a donc ces composés aromatiques qui sont aussi intéressants dans certains cas. On a donc les saccharides, les minéraux, etc. Et puis, le plus important, c'est les isoflavones et surtout la puérarine. On a des études qui sont faites chez l'animal, mais quelques études aussi ont été faites aussi chez l'humain sur la puérarine en tant que composé indépendant du kudzu, c'est-à-dire où on teste la puérarine en en utilisant des injections de puérarine en tant que molécule indépendante du kudzu. Et là, il faudrait faire attention quand on regarde sur ces études parce que les résultats qu'on obtient avec le kudzu sont différents de ceux qu'on obtient avec la puérarine. Et avec la puérarine, on peut avoir des effets secondaires, surtout que utilisé à des dosages assez élevés, quand on utilise aussi par un voie injectable, ça donne des effets, certains effets indésirables en tout cas. Mais dans le kudzu, en fait, on parle de la puérarine, mais en fait, c'est comme n'importe quelle autre plante, on a des synergies en réalité, des synergies très subtiles dont il est difficile de se rendre compte parce qu'en réalité, on ne peut, en étudiant une molécule, on ne peut que l'étudier en l'isolant. Et justement, en isolant des molécules, on ne peut pas se rendre compte des synergies qui existent. Et donc, dans ces cas-là, quand on compare des études qui étudient la puérarine seule et des études qui étudient les effets du kudzu, on se rend compte qu'il y a des différences énormes dans les résultats. Donc, il faudrait faire attention sur ces points-là. Donc, voilà. Donc, la puérarine, c'est vraiment le principe actif qui est le plus étudié et celui qui donne le plus d'effets qui sont connus pour le kudzu. Est-ce que, comme d'habitude, tu peux nous parler des effets métaboliques de cette plante? Justement, en parlant des effets métaboliques, la Mhm. plupart des effets métaboliques, en fait, ils sont dus justement à la puérarine. Bien que on peut avoir aussi des effets intéressants avec la génistéine, la déidzéine aussi, la déidzéine qui est un isoflavone similaire à la génistéine, qui ont des effets œstrogènes-like. Et donc là, les effets œstrogènes-like, on en a besoin pour des cas de carence en Mhm. œstrogène, par exemple. Ça, c'est très intéressant parce que on a à la fois avec ces deux molécules, à la fois un effet qui mime l'action de l'œstrogène et un effet aussi qui stimule la production de l'œstrogène. Donc ça, c'est pour ces isoflavones qui sont différents de la puérarine. La puérarine, elle a un effet inhibiteur de l'aromatase. Donc, je rappelle que l'aromatase est l'enzyme qui produit les œstrogènes. Donc, on Mhm. convertit les androgènes en œstrogènes grâce à l'aromatase. C'est l'aromatase qui est une enzyme du cytochrome P450. Aussi, on observe que la puérarine peut avoir un effet anti-inflammatoire, un puissant effet anti-inflammatoire en diminuant les prostaglandines E2 et dans ce cas en inhibant les COX-2 ou les cyclooxygénases 2. Donc ça, c'est les données qu'on a, mais c'est certainement aussi, enfin, on inhibe aussi certainement la cyclooxygénase 1, la lipooxygénase aussi, etc. Donc là, c'est un effet très intéressant de la puérarine et qui va déterminer différentes applications qu'on verra, je Mhm. pense, après de la puérarine. Aussi, on a donc à travers donc la puérarine cet effet anti-inflammatoire. On a aussi un effet qui est neuroprotecteur. Alors ici, on précise bien que cet effet neuroprotecteur est documenté uniquement par des études in vitro et certaines études chez l'animal. Les études chez l'humain ne sont pas bien détaillées et ne sont pas suffisantes pour l'instant. Mais si on prend la chose biochimiquement parlant, on a différents effets intéressants de la puérarine, notamment euh, la protection contre certaines neurotoxines, comme par exemple le méthylphényl tétrahydropyridine, par exemple, qui est l'un
l'une des neurotoxines en réalité qui pourrait produire le syndrome parkinsonien ou même produire le Parkinson. En tout cas, c'est une molécule toxique qu'on trouve dans le cerveau et qui pourrait induire le Parkinson. Donc, il s'est avéré que la puérarine, que ce soit lié au kudzu ou non, diminuait le taux de cette neurotoxine. Donc, ça, c'est aussi l'un des effets neuroprotecteurs, mais il y a plein d'autres effets aussi. Il y a également les effets de la puérarine sur différents neurotransmetteurs et surtout les neurotransmetteurs du système nerveux parasympathique, donc les neurotransmetteurs inhibiteurs, notamment la sérotonine et le GABA. Donc, ça augmente la sérotonine, le GABA et la glycine, qui sont des neurotransmetteurs inhibiteurs. Et ça diminue le taux, par exemple, de glutamate, qui est un neurotransmetteur excitateur ou un neurotransmetteur qui appartient au système nerveux sympathique, donc un neurotransmetteur stimulant. Après, en dehors de tout ça, on a aussi des effets antimicrobiens. Et tout à l'heure, quand tu parlais des effets sur le système digestif ou les troubles gastro-intestinaux, et on a justement cet effet antimicrobien et c'est cet effet globalement qui va entre autres donc diminuer les troubles gastro-intestinaux, donc l'effet antimicrobien, surtout des isoflavones. D'accord. Et justement, en prenant connaissance des effets métaboliques, quelles sont les applications de, de cette plante? Les applications les plus Les plus connues, bon, courantes, oui. en médecine traditionnelle chinoise, l'une des toutes premières applications, c'était le fait de donner donc le kudzu pour la fièvre, la diarrhée, les vomissements, les nausées, etc. Donc tout ce qui est trouble du système digestif et qui est d'origine microbienne. Donc ça, c'est vraiment parmi les plus anciennes applications. Ça date de plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Et puis ensuite, on a également son application principale actuellement qui est très à la mode, qui est celle de diminuer la dépendance ou les compulsions tout simplement, que ce soit des compulsions alimentaires ou le tabagisme ou l'alcoolisme. Donc les études portent beaucoup plus sur l'alcoolisme et un peu moins sur le tabagisme aussi, mais le fait que la puérarine contenue dans le kudzu et très probablement d'autres principes actifs qu'on n'a pas encore réussi à identifier pour l'instant, le fait qu'ils agissent sur les neurotransmetteurs inhibiteurs, eh bien, ça c'est bien connu et surtout sur la sérotonine, c'est bien connu comme ayant un effet antidépendance ou anticompulsion. Donc, on a différentes études qui existent, que ce soit des études in vitro ou in vivo, qui sont faites sur l'alcool, sur le tabagisme également, et donc qui montrent des effets intéressants. Donc, si on a des effets intéressants sur l'alcoolisme et le tabagisme, qui sont vraiment des troubles compulsifs très important et très poussé, sévère, plus que les compulsions alimentaires. Eh bien, pour les compulsions alimentaires aussi, on a des effets intéressants, bien qu'il n'existe pas vraiment beaucoup d'études sur le sujet, mais déjà dans la pratique quotidienne, dans la pratique clinique, dans les tests empiriques qu'on pourrait faire, ça a des effets très intéressants aussi. Et puis également, les troubles cardiovasculaires ou les maladies cardiovasculaires avec toutes les composantes du syndrome métabolique peuvent être modulés également par un apport de kudzu, donc tout ce qui est risque cardiovasculaire, donc notamment athérosclérose, dyslipidémie, hypercholestérolémie, diabète, résistance à l'insuline. Donc tous ces troubles-là pourrait être amélioré par le kudzu et également, puisqu'on parle ici de syndrome métabolique, on a aussi l'hypertension. Donc l'hypertension, et toujours on revient par rapport à la puérarine. La puérarine a des effets intéressants sur l'oxynétrique, ça augmente le taux d'oxynétrique, mais ça régule aussi différentes autres voies qui
qui vont agir sur la vasodilatation, la vasoconstriction des vaisseaux, et ce qui fait que, donc par exemple comme l'action sur les canaux ioniques ou sur l'oxyde nitrique, ce qui fait qu'on pourrait avoir un effet anti-hypertenseur, bien que cet effet-là n'est pas documenté par des essais cliniques. C'est uniquement des essais précliniques pour l'instant qui montrent un effet intéressant sur l'hypertension du kudzu et surtout de la puérarine. Et malgré ça, on trouve aussi d'autres études qui sont faites cette fois chez l'humain, mais qui ne concernent pas directement l'hypertension, mais plutôt les signes qui accompagnent l'hypertension. Les signes qui accompagnent l'hypertension, les malaises qui accompagnent l'hypertension, la qualité de vie des patients, etc. Il s'est avéré que dans des études cliniques où on compare un apport de kudzu versus un apport ou une prise de médicaments de référence antihypertenseurs, on se rend compte que le kudzu améliore la qualité de vie et diminue les symptômes qui sont associés à l'hypertension plus que le traitement de référence. Donc ça, c'est un effet aussi très, très intéressant et bien documenté. On a aussi, comme j'avais expliqué au tout début, certaines études, surtout certaines méta-analyses, qui montrent que l'effet de la puérarine seule n'est pas comparable à celui du kudzu, qui est titré en puérarine. Puisque, comme je l'avais expliqué, donc la puérarine fonctionne avec d'autres composés, certains qui sont connus, d'autres qui ne sont probablement pas connus, mais donc la puérarine est plus efficace dans le kudzu que seule. Donc c'est pour ça que quand on regarde, on a des essais cliniques qui montrent des effets intéressants du kudzu. Par contre, on peut avoir aussi des méta-analyses qui mentionnent que la puérarine, toujours en l'associant avec le kudzu, mais sauf que quand on regarde dans les méthodologies des études, on trouve qu'ils utilisent uniquement la puérarine et parfois par voie injectable. Donc là, il y a une différence. Donc il faudrait regarder les études qui utilisent le kudzu et non pas la puérarine seule. Et également, donc, puisqu'on avait au départ, dans les effets métaboliques, parlé des effets métaboliques sur les effets œstrogènes-like. Donc là, tout ce qui concerne la carence en œstrogène et surtout donc chez la femme ménopausée et surtout encore une fois en cas de ménopause associée au syndrome métabolique, ce qui est assez souvent le cas. Donc là, un apport de kudzu serait très intéressant puisque au cours de la ménopause, on assiste à une baisse de la production d'œstrogènes, comme la production des autres hormones sexuelles aussi. Et donc, le kudzu pourrait être intéressant ici, bien qu'il pourrait y avoir aussi des contre-indications. Il y a des contre-indications dans ce sens, mais on va dire que dans le sens d'utiliser le kudzu comme œstrogène-like pour des carences œstrogéniques. Donc, le profil idéal, c'est la ménopause associée avec un syndrome métabolique. Et donc, un homme qui ferait de l'aromatase, intéressant. Très intéressant dans le cas où on prendrait du kudzu qui est bien titré en puérarine. Et en général, en fait, les composants isoflavones du kudzu s'équilibrent mutuellement, en fait. Parce que la puérarine va inhiber l'aromatase et par exemple, la génistéine va induire l'aromatase. Donc, c'est pour ça qu'il y a ici un certain équilibre et on ne pourrait pas dire catégoriquement que le kudzu va avoir un effet inhibiteur sur l'aromatase parce qu'on a d'autres composants qui vont agir dans ce sens. Maintenant, si on parle de la puérarine en tant que telle, indépendamment du kudzu, a un effet inhibiteur sur l'aromatase. Donc, on pourrait utiliser le kudzu
pour, comme tu dis, un homme qui fait, dans l'aromatase est plus actif que Est élevé, la ouais, ouais. normale. Mais voilà, donc il faudrait voir les taux de puérarine, des autres isoflavones pour pouvoir voir si ça a réellement un effet inhibiteur ou pas. D'accord. Au niveau des modalités de prescription et les précautions d'utilisation? Pour les précautions d'utilisation, comme je l'avais dit, il y a des contre-indications, comme en Mhm. fait, on a des isoflavones. Donc, Ouais. on va dire indépendamment de la puérarine, la plupart des isoflavones sont des œstrogénomimétiques et des inducteurs de la production de l'œstrogène par l'induction de l'aromatase. Donc, par précaution, il faudrait éviter d'utiliser donc le kudzu dans les cas de cancer du sein ou de prédisposition au cancer du sein, notamment des antécédents personnels ou des antécédents familiaux de Oui. ce type de problématique. Aussi, l'hyperostrogénie aussi devrait peut-être constituer, je ne dirais pas une contre-indication, mais on va dire une Une précaution. attention. Ouais. Voilà. Donc, s'il y a hyperostrogénie, il faudrait faire attention à ça et je ne recommanderais pas, en tout cas, du kudzu en cas d'hyperœstrogénie. Hyperœstrogénie, on en avait parlé à plusieurs reprises dans les Mhm. précédentes interventions, notamment ça se manifeste avec des kystes ovariens, kystes au niveau des seins, euh, du Mhm. syndrome prémenstruel, par exemple, etc. Donc, toutes ces problématiques-là, ou n'importe quelle autre problématique qui se rapporterait à un taux élevé d'œstrogène ou alors un test biologique une prise de sang qui montre qu'on a des taux d'œstrogène explosés. Donc là, il faudrait faire attention et normalement, il faudrait éviter. Donc, il n'y a pas de données qui montrent que les isoflavones du kudzu pourrait augmenter les taux d'œstrogène. Parce que, comme je l'avais déjà expliqué, la puérarine est un inhibiteur de la production d'œstrogène. Mhm. Mais comme il y a d'autres molécules avec, donc on ne sait pas trop. Et donc, par contre, donc, mis à part ces quelques cas, le kudzu présente très peu de toxicité. Donc, on a des études chez l'animal, on a des études aussi chez l'humain. Les études chez l'animal, on a utilisé en général donc l'une des études précliniques. Et là, c'est une étude pour tester la toxicité du kudzu. On a utilisé l'équivalent de 500 mg par kilogramme chez l'humain. Donc, ce n'est pas une étude chez l'humain, c'est une étude chez l'animal, mais quand on fait la conversion du dosage, Mhm. la conversion vers un dosage chez l'humain, on tombe sur 500 mg par kilogramme de poids chez l'humain, ce qui est énorme. Après, on a des études qui ont été faites chez l'humain à 2 grammes, à 3 grammes par jour sur une longue période et on n'a observé aucun effet secondaire. Ça n'empêche pas qu'on pourrait avoir des effets secondaires, mais ça, c'est les études. Donc, Mhm. c'est assez safe, c'est assez sécuritaire si on reste dans les dosages qui sont, les dosages recommandés classiques ou les dosages qui sont recommandés par le médecin ou le thérapeute. Euh, en général, on est autour de 2 grammes par jour, à peu près les recommandations, bon, sauf si le thérapeute ou le médecin recommande plus. Mais il faut bien savoir que en Chine, on utilise le kudzu, la racine de kudzu, à 10 jusqu'à 15, entre 10 à 15 grammes par jour. Mais là, il faudrait faire la distinction parce que quand on parle de complément alimentaire, en général, le complément alimentaire devrait être titré en, en principe actif, notamment ici, Oui. les isoflavones, la puérarine. Le titrage, en général, il est entre 20, enfin, ça commence à 8%, mais 8%, c'est vraiment un très mauvais produit, pas Mhm. titré, pas bien titré en isoflavone. Et donc, ça commence en général autour de 8%, mais en général, on trouve 20, 25, jusqu'à 40%. Donc, les produits qui contiennent
40% d'isoflavones, extraits de kudzu qui contiennent 40% d'isoflavones sont les plus titrés, enfin les matières premières les plus titrées qui existent sur le marché. Et donc, par contre, si on compare avec les racines de kudzu, telles qu'elles sont utilisées en général en médecine traditionnelle chinoise, là, on est sur des dosages qui sont plus bas, des titrages qui sont plus bas. Et c'est pour ça qu'on prend plusieurs grammes, voire jusqu'à 10 ou 15 grammes par jour. Donc, il faudrait, selon les données qui existent, je pense qu'il faudrait se restreindre à entre 1 jusqu'à grand maximum 3 grammes par jour. Ce qui est déjà pas mal, il me semble. J'ai une question de Christiane qui nous demande: la purarine a-t-elle des effets sur l'alpha ou bêta sur les récepteurs aux œstrogènes? Sur les deux. Sur les deux. Ça a des effets sur les deux. Et en parlant de purarine ici, parce que j'avais parlé des effets toxiques, Oui. ou enfin des précautions là sur le kudzu. Oui. La purarine seule, donc ça j'avais parlé au tout début de l'intervention, mais j'insiste sur ça, la purarine seule pourrait produire des effets secondaires. Seule, c'est-à-dire prise par voie injectable ou seule, comme celle qu'on utilise dans les différentes études. Elle pourrait avoir des effets secondaires comme la fièvre, par exemple, de la dépression, des troubles gastro-intestinaux, etc. Par contre, le kudzu lui-même est assez sécuritaire. Donc, encore une fois, même ici, en termes de précaution et d'effets secondaires, il faudrait faire la différence entre purarine seule et kudzu, parce qu'on a beaucoup de littérature. Je ne parle pas uniquement de littérature scientifique, mais il y a aussi beaucoup d'articles, de vidéos, etc., qui sont faits sur le kudzu. Et on mélange parfois les effets obtenus par la purarine seule et par le kudzu, que ce soit des effets positifs ou des effets secondaires. Donc, il faudrait distinguer les deux. Ok, alors nous avons répondu à la question de Christine concernant les cancers du sein hormonodépendant. Et Robert nous demande, donc le kudzu n'est-il pas contre-indiqué chez l'homme? Chez l'homme, ça pourrait être contre-indiqué dans des cas aussi de cancer hormonodépendant, notamment cancer de la prostate, qui pourrait être dû aussi à un excès d'œstrogène. Donc là, il faudrait aussi faire attention. Donc tout ce qui concerne en fait l'hyperoestrogénie, donc j'ai pas tout cité toutes les contre-indications et précautions, mais tout ce qui concerne un excès d'œstrogène, qu'il soit chez la femme ou chez l'homme, peu importe. Là, j'ai donné quelques exemples. Oui, évidemment. Alors, je regarde si nous avons encore des questions, mais je ne pense pas, je m'en assure, puisque pour une fois, on est vraiment dans les temps, dans la demi-heure. Je regarde une dernière fois. Non, merci, super intéressant. Ok, eh bien, voilà. Si je pense qu'on a répondu à tout. Robert te remercie pour la réponse d'ailleurs. Mais voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. Amusez-vous cette semaine, bougez, n'oubliez pas de prendre l'air même quand il fait mauvais, suivant l'endroit de France, de Belgique ou de Navarre où vous vous retrouvez. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle semaine. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Amine, salut. Lundi. Salut. À lundi. Très belle soirée. Au revoir.